Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 59e épisode. Nous recevons Daphné Valac pour parler de son ouvrage « Le Deep Learning pour le traitement d'images », paru en mars 2024. Ingénieure en intelligence artificielle chez Intradis, elle y présente pas à pas les bases détaillées, tant théoriques que pratiques, de l'IA appliquée au traitement des images. On évoque également avec elle les modèles langagiers et l'apport des transformers, mais aussi la mise en place récente d'une régulation des usages, avec la mise en place de l'AI Act au niveau européen. Bonne écoute! Daphné Valac, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur R&D chez Intradis et chef de recherche en intelligence artificielle chez DataVelab. C'est ça. Et tu es docteur en imagerie médicale. Tu travailles sur l'imagerie médicale depuis ta thèse et sur le deep learning en particulier depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à faire de l'imagerie médicale et en particulier à la traiter par ce moyen-là? En fait, moi, je suis partie des maths appliquées. Donc, j'ai un master en maths appliquées. Et j'avais un cours en deuxième année de master qui s'appelait Introduction au traitement du signal et traitement d'image. Et là, c'était la révélation, le traitement d'image. J'ai trouvé ça mais trop drôle et merveilleux et cool. En fait, c'était comme des maths qu'on pouvait voir. Je me souviens du cours sur la transformée de Fourier, où on l'applique à une image et après, on peut faire des traitements sur l'image, qui après, on peut la retransformer dans le domaine de l'image. Et on voit exactement ce qui se passe. Et c'était des mathématiques qui, jusque-là, étaient complètement abstraits. Et là, on les voyait sur des images. Donc, je trouvais que c'était absolument merveilleux. Et en parallèle, je m'intéressais beaucoup à la médecine. Et ce prof-là, de Introduction au traitement du signal et traitement d'image, propose un stage de master sur le traitement d'image pour l'imagerie médicale. Et là, deuxième révélation, en fait, on peut appliquer ça à la médecine via l'imagerie médicale. Du coup, j'ai fait ce stage. Et c'était il y a 15 ans, et depuis, je fais de l'imagerie médicale, du traitement d'image pour l'imagerie médicale. Les images médicales, moi, ça m'évoque la radiologie, mais j'imagine que ça va beaucoup plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin. La radiologie, c'est pas mal. La radiologie, c'est des images 2D. Après, il y a il y a des images 3D, et en fait, les problématiques qu'il y a à résoudre avec le traitement d'image, c'est déjà la reconstruction des images. En fait, on n'acquiert pas directement une image. En radiologie, ici, c'est directement... C'est comme une photo, en fait. Au lieu de voir la couleur, ça va regarder l'atténuation. Par contre, tout ce qui est, par exemple, l'IRM, les CT, les TEP, c'est des mécanismes un peu indirects. Et en fait, on a des informations à partir desquelles il faut reconstruire une image. Donc déjà, pour ça, il y a pas mal de traitements d'image, parce qu'il y a des contraintes, évidemment, de temps de reconstruction, de bruit, de qualité à reproduire. Et après, une fois que les images sont reconstruites, il y a aussi d'autres problématiques, comme la détection, le diagnostic, le pronostic... Et donc, le deep learning là-dedans En fait, le deep learning, c'est que maintenant, le traitement d'image, le deep learning, c'est un outil indispensable pour plein de tâches en traitement d'image. Pas du tout toutes, hein. Mais il y a quand moi j'étais en thèse, ou même en master, il y a des tâches qu'on ne savait pas automatiser et qui maintenant, en fait, sont possibles. Donc, il y a des domaines de recherche qui sont résolus, en fait, à l'échelle de 10-15 ans, là, grâce au deep learning. Et il y a aussi des nouveaux domaines qui n'existaient pas, en fait, avant, comme la génération d'images. Ça n'existait pas, ou alors dans des cas vraiment extrêmement particuliers, où on développait des outils avec des heuristiques très précises pour des cas très précis. Et maintenant, il y a des nouveaux domaines qui sont permis par le deep learning. Et donc maintenant, c'est un peu dur de faire du traitement d'image sans deep learning, en fait. La théorie de ces réseaux de neurones profonds, elle est ancienne, elle a plus de 50 ans, mais qu'est-ce qui fait que, depuis 10 ans, les capacités en production sont arrivées à ce point? Alors, c'était la combinaison de trois choses, en fait. Alors, pour le traitement d'image, c'était d'abord les réseaux de neurones à convolution. Donc, c'est un nouveau type de réseau qui s'applique bien aux images, qui est beaucoup plus efficace. Aussi, la puissance de calcul. En fait, quand toutes les avancées théoriques qui ont été faites dans les années 50, 60, elles ne pouvaient pas être mises en pratique, en fait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire, il n'y avait pas assez de puissance de calcul. Déjà pour les chiffres, mais pour les images encore plus, que ça prend beaucoup plus de place. Ça a été résolu dans les années 2010.
Et aussi, il y a eu l'établissement du premier très très grand jeu de données annoté, ImageNet, ça c'était en 2011. Et ça aussi, ça a permis d'avoir des avancées très très importantes. Parce qu'en fait, pour faire un réseau de neurones profond, il faut un algorithme, enfin un modèle, avec assez de puissance pour l'entraîner et surtout assez d'images pour capturer l'information et la mettre dans le réseau. Et ça, en fait, jusqu'ici, il n'y avait pas, jusqu'à ImageNet, il n'y avait pas en fait des grands ensembles de données avec plusieurs milliers d'images qui étaient correctement annotées. C'est ça, pour la partie apprentissage, il faut avoir des images dont on sait déjà ce qu'on veut obtenir, qui soient en grand nombre, de la même qualité que celle qu'on veut tester ensuite. Oui, exactement. Oui, c'est ça, des images annotées, c'est des images accompagnées de ce qu'on veut en dire. Donc, par exemple, pour ImageNet, c'est la classification. Donc, c'est en fait, on suppose qu'on a un objet par image, et c'est le nom de l'objet qu'il y a dans l'image. Pour avoir suivi le tutoriel de ton livre, je me suis retrouvé avec des milliers de chats et de chiens sur mon ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce type d'image-là ? Pourquoi est-ce que tu utilises des chats, des chiens ? Alors, les chats et les chiens, en fait, c'est un jeu de données très classique qui existe, qui a fait l'objet d'un concours. Du coup, en fait, c'est un jeu de données public. On connaît les performances qu'on peut obtenir parce que ça a été public. Il y a plein de gens qui ont fait tourner des modèles dessus. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que c'est très facile à vue d'œil de savoir quelle est la vérité terrain, qui est un chat, qui est un chien. Et aussi, il y a pas beaucoup de problèmes de confidentialité, de biais, comme il y a dans les jeux de données où il y a des humains. Par exemple, il y a des jeux de données où il y a surtout des hommes, ils sont surtout blancs. Il y a aussi un autre jeu de données, Coco, Common Object in Context. Là, l'étiquette, c'est la personne qui a, les objets qu'il y a, et ce que la personne fait avec ces objets. Et en fait, il y a un biais sexiste incroyable, c'est que les femmes sont à la cuisine, à l'intérieur avec des couverts, et les hommes sont à l'extérieur, ou en situation de donner des ordres, ou de faire suivre des gens, ou en train de faire des sports d'extérieur. Donc tout n'a pas tant que ça évolué depuis les années 50, en fait. Maintenant, on s'en rend compte, il y a des gens qui en parlent, et en fait, ces jeux de données-là, ils sont mis à jour régulièrement, et ils essayent de résoudre ces problèmes-là, mais c'est pas encore gagné. Mais avec les chats et les chiens, on est bon. Donc ton livre est paru au début de l'année 2024, il s'appelle « Le Deep Learning pour le traitement d'images ». Qu'est-ce qui t'a amené pourquoi as-tu eu besoin d'écrire ce livre-là ? Alors, il y avait plusieurs raisons. En fait, c'est le livre que moi, j'aurais aimé lire quand je me suis mise au Deep Learning. Donc c'est un livre qui est fait au départ, c'était fait pour les gens qui sont des ingénieurs qui font du traitement d'images, mais pas encore de Deep Learning. Et en fait, c'est très très simple, le deep learning. Ça a l'air un peu intimidant comme ça, mais en fait, les concepts théoriques sont extrêmement simples. Et c'était un peu pour démystifier ça. Et après, je me suis rendu compte, en fait, en l'écrivant, qu'il n'y avait pas énormément de prérequis pour le traitement d'images. Et qu'en fait, on peut faire du deep learning pour le traitement d'images sans connaître grand-chose au traitement d'images. Du coup, ça, c'était une deuxième raison. Donc, au fur et à mesure que je l'écrivais, j'étais là, ah oui, mais pour ces raisons-là, j'ai vraiment raison de l'écrire, en fait. C'est qu'en fait, on peut complètement commencer le traitement d'image avec le deep learning et se dire c'est bon, j'ai un outil qui peut tout faire, je vais tout faire comme ça. Sauf qu'en fait, c'est un outil qui demande énormément de ressources en termes de données, en termes de puissance de calcul. Ça consomme énormément d'électricité, d'eau pour refroidir data center, etc. Et donc, tout faire avec du deep learning, c'est vraiment dommage en fait. C'est comme si, quand on bricole, tous les trous qu'on fait, on les fait au marteau-piqueur. D'une certaine manière, ça marche, mais c'est dommage. Oui. On peut imaginer que si c'est pour fixer un tableau au mur, ça va un peu abîmer le mur. Oui, voilà, c'est ça. Mais techniquement, on a fait un trou. Et du coup, je voulais aussi expliquer dans le livre que c'est pas la solution miracle, c'est pas la panacée. Et en fait, et donner des pistes aussi sur comment savoir quand on est face à un problème, comment savoir en fait si ça vaut le coup d'utiliser le deep learning ou d'autres méthodes plus conventionnelles de traitement d'image. Une autre raison, j'en ai plein, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes avec le deep learning. De projets en fait qui aboutissent pas. Donc dans l'industrie, on estime que c'est 85% des projets commencés en deep learning qui arrivent pas à production parce qu'en fait ils ont des performances plus faibles que ce qu'on avait espéré. Dans le domaine de la recherche aussi, il y a un problème de reproductibilité. Donc ça n'a pas été mesuré à travers tous les domaines. Et par exemple pendant le Covid, il y a des gens qui ont fait des revues de la littérature pour voir quel pourcentage de revues, quel pourcentage d'articles
proposait des modèles de deep learning qui étaient utilisables. Et par exemple, pour le diagnostic, diagnostiquer au début pour diagnostiquer, puis après pour faire des pronostics. Et pour le diagnostic, donc il y a une méta-analyse qui est sortie fin 2020, qui a étudié tous les papiers sortis et qui en a retenu 66 qui étaient utilisables selon leurs divers critères. Et il n'y en a aucun dont le modèle de diagnostic aurait été utilisable en pratique. C'était toutes des erreurs de méthodologie. Après, le Covid, c'était un moment un peu spécifique parce que c'était un peu c'était un peu l'urgence. Les jeux de données ont été distribués très rapidement, mais ils n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Oui, puis on peut imaginer que si ces 60 articles-là ont été retenus, c'est qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient bien faits par des personnes compétentes. Oui, il y a ce biais-là dans l'autre sens, oui. Et donc, mais après, pour le diagnostic, donc après, à l'été 2020, on a arrêté de faire des modèles pour diagnostiquer parce qu'il y avait des tests de diagnostic qui marchaient bien. Et puis après, on s'intéressait plutôt au pronostic, donc à partir des images, c'était des images radio du thorax, essayer de dire si les patients allaient avoir des formes graves ou pas graves. Et donc là, c'est une autre méta-analyse qui a regardé 600 papiers, je crois, et qui en a trouvé 5 qui étaient corrects, dont la méthodologie était correcte, et donc on pouvait faire confiance aux résultats. Parce qu'en fait, il y a énormément de problèmes de mélange des données entre entraînement, validation et test. Si les données ne sont pas complètement mélangées, alors il y a des opérations qui sont faites en regardant toutes les données, donc on a l'impression qu'elles sont séparées, mais en fait pas vraiment. Et du coup, je voulais aussi donner des pistes, des bonnes pratiques pour pouvoir appliquer correctement. Oui, ça permet de voir qu'effectivement, ça relève de beaucoup de promesses parce qu'il y a un potentiel énorme, mais que dans l'exemple que tu donnes, il y a en gros 1% à l'étape recherche qui passe à une efficacité. Et donc, ensuite, il faut mettre en production. Donc, ça faut que ça soit rentable, par exemple, pour une entreprise, ou que ça soit, qu'on puisse le mettre dans une infrastructure, dans une autre séquence. Et puis peut-être, comme tu le rappelais, peut-être qu'il y a déjà des méthodes plus traditionnelles qui ont de meilleurs résultats. Oui, exactement. Et après aussi, toutes les méthodes pour éviter le biais, c'est pas non plus hyper compliqué. En gros, c'est du bon sens, en fait. On ne teste pas sur des choses qu'on a utilisées pour développer le modèle. Mais je pensais que c'était intéressant d'avoir un endroit qui regroupe tout ça, à la fois l'explication de comment on fait du deep learning, comment on le fait bien, et comment, après l'avoir fait, on vérifie qu'effectivement on l'a fait bien. Oui, c'est un ouvrage qui est assez technique, mais qui, je pense, est assez accessible parce que tu expliques tout depuis le début. Tu le rends accessible via des notebooks Jupyter, les données sont fournies. Donc finalement, on peut s'y plonger et même si on n'a pas de grandes connaissances mathématiques ou de programmation ou sur le deep learning, etc., on peut y aller pas à pas et au moins comprendre comment ça marche. Oui, tout à fait. Donc mes parents sont en train de le lire et trouvent ça très intéressant. Ils sont peut-être un peu biaisés. Mais c'est vrai que ça démystifie beaucoup de cette approche un peu de ces discours grandiloquents ou qui vont pousser cette logique de la promesse à l'excès qu'on entend on va dire, dans l'intelligence artificielle en général, qui est un mot-clé dans lequel on met beaucoup de choses. Donc ça a beaucoup de facettes et le deep learning en est une. Et c'est quoi sa particularité par rapport à d'apprentissage machine plus basique ou par rapport à des IA génératives, à tout ce dont on va entendre parler et qui ne sont pas forcément du deep learning ou pas que du deep learning. Alors, donc pour partir du début, de plus général, donc l'intelligence artificielle, si on regarde la définition, l'intelligence artificielle, c'est tous les méthodes ou les algorithmes qui peuvent répondre à des questions qui nécessitent de l'intelligence de la part d'un humain. Donc ça suppose rien comme compréhension de la part de l'algorithme, du modèle, mais c'est juste en sortie, c'est quelque chose qui aurait pu être fait par un humain. Même si à l'intérieur, c'est très basique, ça on s'en fiche. Le machine learning, donc c'est l'apprentissage automatique en français, c'est une méthode spécifique pour accomplir des méthodes d'intelligence artificielle. Ça date des années 80. Et c'est une méthode statistique. En fait, pour résoudre un problème, on essaie de faire une fonction statistique qui décrit ce problème. Donc, par exemple, en traitement d'image, on a une image, on essaye de distinguer si c'est un chat ou un chien, si on reprend l'exemple qu'il y a dans les livres.
Et le machine learning, c'est on va définir des paramètres qui vont nous permettre de décrire l'image. Par exemple, on va regarder la couleur dominante, on va regarder quelle est un peu la texture, s'il y a des traits, s'il y a des poils, s'il y a des choses qui ressemblent à des triangles. Et ensuite, on va utiliser ces paramètres qu'on aura définis nous-mêmes, on va les combiner de telle sorte à avoir en sortie une réponse, est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien? Et en fait, ce qu'on va entraîner, la partie qui va être automatique, c'est juste la manière dont les caractéristiques qu'on a définies nous-mêmes vont être combinées pour donner une réponse. Et après, dans le deep learning, en français c'est l'apprentissage profond, ce que le modèle va faire, c'est qu'on ne va pas lui donner les caractéristiques en entrée, on va donner que l'image brute, et le modèle va lui-même chercher à apprendre les caractéristiques les plus pertinentes. Donc il va apprendre à la fois quelles caractéristiques regarder et comment les combiner pour répondre à la question est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien? Parce qu'on lui donne un jeu d'apprentissage à noter, disons cette image-là c'est un chat, cette image-là c'est un chien. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. On lui donne des images avec ce qu'on appelle la vérité terrain, donc des images de chat avec une étiquette chat, des images de chien avec une étiquette chien, etc. Et en fait, en lui donnant ces couples-là, donc lui, il a sa fonction avec des paramètres. En entrée, il prend l'image, il lui applique la fonction, ça lui donne une sortie qui va comparer à l'étiquette qu'on lui a donnée, la vérité terrain, et il se sert de l'erreur pour mettre à jour tous les paramètres à l'intérieur. Et donc les paramètres, comme je dis, c'est à la fois les caractéristiques et comment ces caractéristiques sont combinées. Après, il y a aussi de l'apprentissage non supervisé ou faiblement supervisé, et c'est l'entraînement qui marche un peu différemment. Donc c'est le même genre de modèle, c'est aussi quelque chose qui va calculer des caractéristiques et les combiner entre elles, sauf que cette fois, on n'a pas forcément besoin de la vérité terrain, ou on n'a pas besoin pour toutes les images. Par exemple, on peut avoir besoin que pour les cas difficiles, et pour les cas faciles, en fait, il va se débrouiller tout seul à partir des autres. Et tout ça, ça fait partie du deep learning. Après, les modèles génératifs, donc ça dépend lesquels, mais les modèles génératifs d'images, souvent ils sont aussi basés sur du deep learning. Donc c'est aussi des réseaux de neurones. On lui donne une image en entrée, on lui donne un texte en entrée, on lui donne juste un vecteur aléatoire en entrée, et en sortie, il va donner une image. C'est le langage, la terminologie est très analogique. C'est assez poétique quelque part, mais ça a des racines. Mais là, c'est vrai qu'on parle de neurones. Ça a une analogie supposée, en tout cas, avec les neurones qu'on retrouve dans le système nerveux, mais ça reste des opérations mathématiques. Oui, carrément. Mais en fait, historiquement, c'est les réseaux de neurones à convolution. En fait, ils sont basés sur la manière dont on a supposé à l'époque, et on pense maintenant que c'est effectivement le cas, quand le cortex visuel, il marche pour regarder et pour interpréter des scènes. En fait, le cerveau humain est hyper fort pour analyser des images. Vous mettez un enfant, un bébé, vous lui montrez un bateau, il sait ce que c'est. Vous lui montrez un symbole ou une image extrêmement stylisée de bateau, même s'il a vu que des photos de bateaux ou des vrais bateaux jusque-là, il va reconnaître ce que c'est. Et du coup, c'est basé là-dessus, les réseaux de neurones. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a ce vocabulaire de neurones, de vision. Et après, c'est vrai qu'il y a les termes d'apprentissage, de prédiction. C'est vrai que ça date des années 50, où on avait des grands espoirs qu'on pourrait fabriquer une machine intelligente, un cerveau artificiel. Mais c'est vrai que si on parlait juste de modèles statistiques et d'optimisation des paramètres, ça serait moins stylé, quoi. Ouais, mais en même temps, ça veut dire que on glisse toujours sur un vocabulaire qui attribue des capacités, de la compréhension, du sens. Alors peut-être qu'il y a du sens dans ces modèles-là, mais en tout cas, c'est certainement pas celui qu'on lui attribue. Oui, exactement, oui. En fait, ils comprennent pas même les modèles de langage comme ChatGPT, on peut avoir une conversation avec lui, mais en fait, il comprend vraiment pas. Mmh. Donc voilà, il faut aussi se méfier du fait que tout le monde sait bien que ce ne sont que des machines, des perroquets stochastiques, comme on dit parfois, mais en même temps, comme on a tout un vocabulaire pour en parler qui les personnalise, la dérive vers est forcément plus facile. Oui, c'est vrai. Et même le terme d'hallucination pour les générateurs, pour les réseaux génératifs, on parle d'hallucination quand ils disent n'importe quoi. Et en fait, on ferait mieux de parler de bugs, par exemple. Déjà, ça responsabiliserait un peu plus les gens qui les codent. Oui, et puis sur le fonctionnement interne, il n'y a pas de différence entre le moment où il fait une erreur et le moment où il tombe juste. Oui, exactement, oui. Donc finalement, il hallucine tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est juste un humain en regardant qui ne sait pas ça à quoi on s'attendait, en fait. Mais oui, c'est vrai que pour lui, c'est le fonctionnement normal. C'est juste
C'est pas ce qu'on voulait. Donc dans ton livre, qui est à la fois très théorique, mais en ancrant cette théorie dans la pratique, cette théorie sert à expliquer les exercices pratiques que tu proposes. Tu nous proposes de suivre vraiment pas à pas une montée en compétences en partant de classificateurs linéaires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un classificateur linéaire, donc ça, c'est de l'apprentissage automatique. Et en fait, c'est tout simplement, on a une image et on essaye de voir, de la classifier, de voir ce qu'elle contient comme objet. Et en fait, on va comparer, on va comparer un motif qu'on recherche avec cette image. Par exemple, si on cherche des chats ou des chiens, on va avoir, par exemple, un motif, ça pourrait être une oreille pointue ou une longue queue. Et on va déplacer ça sur notre image et on va regarder s'il y a des endroits où c'est effectivement ça qu'on a. Et en fait, on peut interpréter ça comme une des briques de base d'un réseau de neurones convolutionnels. Et c'est pour ça qu'on commence là-dessus. Et en fait, c'était très, très utilisé avant que les réseaux de neurones arrivent. C'était extrêmement utilisé pour de vrai, pour classifier des images. Et ensuite, tu nous fais passer au réseau de neurones profonds. Oui. Alors là, c'est plus des images, et c'est les réseaux de neurones qui s'appliquent à des données numériques ou des données pas forcément images. Des réseaux de neurones profonds, c'est des suites d'opérations très très simples. En fait, chaque neurone, ça représente une opération très simple qu'on effectue sur les données. Donc c'est une somme pondérée des données à laquelle on va appliquer une fonction très simple qui donne une réponse entre 0 et 1. Et en fait, ce qu'on appelle une couche, ces neurones sont organisés en couches. Ce qu'on appelle une couche, c'est ces neurones qui sont appliqués chacun sur les mêmes données de départ. Donc on a nos données de départ, on leur applique plusieurs de ces fonctions en parallèle. Ça, c'est une couche. Et ensuite, aux sorties de ces neurones, on va appliquer pareil d'autres neurones. Donc encore une fois, ces fonctions aux sorties de la couche précédente, etc., etc. Et en fait, ils sont dits profonds. En fait, c'est les couches cachées, c'est les couches qui sont ni la première ni la dernière, sont dites cachées. Et un réseau de neurones profond, c'est juste un réseau de neurones qui a plus qu'une couche cachée. Et en fait, les paramètres, c'est les poids de la somme pondérée. Donc, c'est des fonctions qui, individuellement, sont extrêmement simples. Elles peuvent avoir beaucoup de paramètres s'il y a beaucoup de poids, s'il y a beaucoup de neurones. Donc, en général, on fait des réseaux assez profonds et avec plein de neurones dans chaque couche. Donc, il y a vraiment une grande quantité de poids. Mais en théorie, c'est des opérations extrêmement simples. Et l'avantage, c'est aussi que donc, les opérations sont extrêmement simples. Elles sont très simples à dériver aussi. Et donc, pour l'entraînement, c'est important parce qu'en fait, c'est basé sur la descente de gradient. Donc, c'est une méthode aussi très simple d'optimisation. Et donc, finalement, on fait énormément d'opérations, mais c'est des opérations très, très simples. Et finalement, c'est réalisable en pratique. Oui, c'est réalisable aussi parce qu'on a du matériel qui sait faire du calcul en parallèle, beaucoup. Oui, c'est réalisable aussi parce qu'on fait ça sur des cartes graphiques, sur des GPU qui peuvent faire tourner beaucoup d'opérations en parallèle. Mais on peut avoir aussi des réseaux de neurones qui ne sont pas très grands, qui s'appliquent sur des données qui ne sont pas énormes et qui tournent bien aussi sur des cartes, sur des CPU et qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance. Et ensuite, on passe aux réseaux de neurones à convolution. Et du coup, les réseaux de neurones à convolution, ça marche à peu près comme les réseaux de neurones, sauf que cette fois, les neurones, au lieu d'appliquer juste une somme pondérée à laquelle ensuite on applique une fonction qui s'appelle la fonction d'activation, cette fois, on va l'appliquer des convolutions. Donc, la convolution, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en traitement d'image. C'est l'application d'un filtre. Un filtre, c'est une toute petite matrice, toute petite, en général, elle fait 3, 5 ou 7 pixels de côté. C'est petit. C'est petit, c'est vrai. Qu'on fait glisser sur l'image. Et à chacune de ces positions sur l'image, on calcule la somme pondérée entre les poids du filtre, de notre filtre de convolution, et les pixels de l'image sur lesquels elle est. Et ça nous donne une valeur qui va être la valeur du pixel dans l'image de sortie. Et en fait, ça ressemble un peu à un classifieur linéaire, la convolution. C'est-à-dire qu'elle cherche un motif et elle le cherche dans toute l'image. Et finalement, l'image de sortie, ça nous donne à quel point ce motif est présent à chaque endroit dans l'image. Et donc, c'est ça un réseau de neurones à convolution. C'est comme un réseau de neurones, sauf qu'à chaque opération, chaque neurone, en fait, réalise une convolution. Et c'est beaucoup plus efficace que parce que l'alternative, sinon, c'est de traiter les pixels un par un. Mais ça, en fait, c'est pas gérable parce que ça fait une énorme quantité de calculs. Et ça, c'est très efficace parce que les paramètres qu'on optimise, c'est les paramètres de notre filtre. Donc, pour chaque neurone, on a, si c'est une matrice 3 par 3, on a 9 paramètres. Si c'est 5 par 5, on en a 25. Et c'est pas énorme, mais ça nous permet de traiter l'image, de chercher
les motifs partout dans l'image avec très très peu de paramètres. Et finalement, ça s'applique particulièrement bien aux images, mais c'est le même système pour si on veut juste travailler sur des données simplement chiffrées ou sur du texte. Alors non, la convolution, c'est vraiment spécifique pour les images. Ouais. Pour les données chiffrées, donc les données chiffrées, c'est les plus simples des données en fait. En général, ça arrive qu'on en ait du coup beaucoup plus parce qu'elles sont beaucoup plus simples. On utilise plutôt des réseaux de neurones pas convolutifs. Et pour le texte, en fait, le texte, c'est vrai que c'est pas si différent que ça des images, mais c'est juste que techniquement, on peut pas leur appliquer de convolution. Mais le texte, ça ressemble un peu aux images dans le sens où on a un ordre en fait. Donc les mots, ils ont une position dans la phrase et ça a une importance énorme pour le sens. Et aussi, si on veut par exemple faire un agent conversationnel, on regarde à l'échelle d'une conversation. Donc c'est énorme, c'est plus comme une image ou comme une vidéo que comme des données numériques qui peuvent être vues indépendamment. Une donnée, en fait, elle a une relativement petite taille, mais si on peut en avoir beaucoup, mais chaque donnée indépendante est très petite. Alors que le texte, on peut avoir, si on veut analyser des livres par exemple ou une conversation entière, c'est quelque chose qui devient très lourd. Et du coup, pour analyser les textes, il y a des réseaux spécifiques qui ont été développés, qui s'appellent des transformers, et qui après ont été adaptés à leur tour pour s'appliquer aux images. Mais ils ont été appliqués d'abord au texte, et après les gens se sont dit « Hey, mais en fait, une image, c'est un peu comme du texte ». Et du coup, ils ont été appliqués comme ça. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Par contre, on ne peut pas appliquer des réseaux de neurones convolutionnels au texte. Les transformers, ça rajoute du contexte, en fait. Ça permet, par exemple, dans la traduction automatique, de savoir comment accorder un verbe qui serait à la fin, comme en allemand, par exemple, en fonction du contexte précédent dans la phrase. Exactement. Et quand on voit comment ça marche un transformer, c'est trop drôle, en fait, parce qu'il prend ça s'appelle des tokens, mais il prend les mots un par un et il donne une sortie. Et en fait, on voit la sortie qui change selon si on ajoute un mot dans la phrase, qui en fait modifie le sens de ce qu'il y avait avant. Pour la traduction, on peut voir le début qui change en fonction de la fin. Et du coup, donc ça s'applique plus directement aux vidéos, en fait. Une vidéo, ça peut être vu comme une phrase. Et sinon, ça s'applique aussi aux images, en prenant des sous-images, des portions rognées de l'image, en disant chacune, en fait, c'est comme un mot. Parce qu'en fait, c'est aussi une petite image, et puis elle est liée aux images à côté, comme un mot est lié aux autres mots dans une phrase. Une partie de ton livre s'occupe ou expose les tentatives de régulation. Donc au moment où tu l'écrivais, c'était encore dans les cartons, et donc tu exposes ce qui était les propositions qui étaient vraiment riches et intéressantes. Et puis depuis la sortie de ton livre, ça y est, le AI Act est sorti. Elle a été un peu retardée justement pour prendre en compte les IA génératives. Du coup, par rapport à ce que tu disais dans ton livre, ou ce que tu dis dans ton livre, et la concrétisation de ce qui est exposé, est-ce qu'il y a eu des changements, des choses qu'on n'attendait pas qui sont arrivées, des choses qu'on espérait qui n'ont pas été tenues ? Oui, il y a deux choses qui changent. Déjà, il y a le calendrier, en fait. Donc, c'est pas encore inscrit, l'AI Act est pas encore inscrit au journal officiel. Ça sera fait dans les semaines qui arrivent, mais tout le calendrier, du coup, ça dépend de cette date-là. Donc, on ne sait pas exactement quand les choses vont devoir être appliquées. Mais a priori, ça va être dans les semaines qui arrivent. Et du coup, la fin d'application, donc tout devra être appliqué dans les 3 ans qui suivent la publication. Et donc, probablement, c'est en juillet 2027. Et du coup, effectivement, au moment où j'écrivais le livre, c'est à peu près le moment où les IA génératives ont commencé à sortir et à démontrer leur puissance et surtout leur versatilité. Et c'était pas du tout pris en compte dans la première version du texte. Et en fait, la manière dont ça a été pris en compte, c'est que ça a rajouté une troisième catégorie. Donc en fait, le texte, il s'applique en fonction du niveau de risque estimé de l'application. Donc ça dit rien sur le modèle. Ça prend juste en compte comment il va être appliqué. Donc il y a les applications qui ont un niveau de risque inacceptable, donc ça fait longtemps que c'est prévu, qui vont être purement interdites. Après il y a les choses qui ont un niveau de risque élevé, qui font face à des obligations de transparence, de surveillance de la qualité, etc. Et il y avait les choses sans risque qui ont aucune contrainte. Et là il y a une catégorie en plus pour les modèles génératifs et généraux.
Et là, en fait, leurs contraintes, ça va dépendre de la puissance du modèle, qui en fait n'est pas non plus évidente à calculer. Et du coup, il y avait pas mal de personnes un peu déçues parce qu'en fait, ils espéraient que ça serait beaucoup plus réglementé. Mais en fait, ça a été peu réglementé pour laisser la place à l'innovation, blablabla. Et donc, ces modèles génératifs, en fait, ils ont relativement peu de contraintes, surtout des contraintes de transparence. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont peur qu'en fait, on puisse un peu bidouiller soit les modèles eux-mêmes, soit la méthode de calcul de la complexité, pour qu'en fait, on n'atteigne pas le seuil de complexité et qu'il y ait juste une contrainte très simple qui soit de dire, par exemple pour un agent conversationnel, de prévenir les gens qui sont en train de parler avec un agent conversationnel. Tandis qu'au-dessus, il y a beaucoup plus de contraintes de qualité, c'est un peu comme les systèmes à risque. Donc ils doivent être audités par un auditeur externe qui va vérifier que ça correspond à plein de choses. Et la qualité doit être suivie dans le temps, les performances doivent être suivies, il faut prouver qu'il n'y a pas de biais, etc. Oui, parce que quand on parle de transparence, il faut un peu s'interroger sur ce que ça recouvre, parce qu'on ne peut pas... Enfin, théoriquement, on peut ouvrir un réseau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais en pratique, c'est compliqué et on n'apprend pas... Enfin, à moins d'y passer beaucoup de temps, on ne va pas y apprendre grand-chose. Donc, ce qui est transparent, ce qui est mis en transparence, ce n'est pas le contenu. Oui, exactement. Donc ça dépend aussi vachement des données. Et puis il y a aussi pas mal de cas où c'est propriétaire, soit le modèle, soit les données qui peuvent aussi être privées. Donc, moi par exemple je travaille à Intradis avec des données médicales. Alors, en fait on peut pas publier les données même si elles sont anonymisées. C'est compliqué. En plus c'est une richesse énorme les données en fait. Donc les hôpitaux c'est pas complètement ouvert les données même si elles sont anonymisées. Donc les hôpitaux rechignent pas mal à partager des données et les font plutôt payer plutôt que les donner librement. Donc on peut pas vraiment partager ça non plus. Et c'est pour ça que l'AI Act parle de transparence, mais en fait il y a des pages et des pages qui expliquent en quoi exactement ce qui est requis exactement. Et c'est plutôt ils demandent plutôt de publier des rapports de performance sur différentes sous-catégories d'utilisateurs qui pourraient être à risque de biais en fait. Et oui, parce qu'au final, les modèles, ils sont protégés par le secret industriel plus que par des brevets. C'est très rare de poser un brevet sur un modèle. Oui, carrément. Oui, c'est plutôt des secrets industriels. Et donc, l'AI Act essaie de prévenir aussi des risques qu'on connaît déjà ou qu'on suppose arriver, comme le scoring individuel ou la surveillance vidéo avec reconnaissance faciale en live, des choses comme ça. Ouais, donc ces applications-là, elles sont tout simplement interdites. Aussi tout ce qui est pour des publics à risque, comme pour les jouets par exemple. L'IA impliquée qui est dans des jouets à destination des enfants et aussi très réglementée. Et il y a aussi certaines applications qui en fait font déjà l'objet d'une réglementation. Et en fait ça s'ajoute juste, en fait, du coup c'est la même chose, par exemple tout ce qui est dispositifs médicaux, l'automobile, l'aviation, la sécurité pour la maintenance des ascenseurs, tout ça. Il y a déjà une réglementation et en fait ça s'articule très bien parce que juste ça va rajouter des points à préciser là-dedans. Donc pour tous les gens qui font déjà ça va pas être très compliqué à mettre en œuvre en fait. Par contre il y a d'autres applications qui pour l'instant n'avaient pas spécialement de contraintes de mise en conformité et qui maintenant vont l'avoir. Comme par exemple tout ce qui est utilisé pour les ressources humaines, pour la notation, pour les étudiants, ça va être réglementé, alors que jusqu'ici, s'il n'y a pas d'IA dedans, c'est pas réglementé. Oui, donc il y a d'un côté une attention importante aux usages, et puis de l'autre aussi une attention aux données d'entrée, aux données d'apprentissage, puisque comme tu l'as montré, en fait le modèle n'est que ce que lui a fourni au départ. Oui, il est pas que ce qu'on lui a fourni au départ, mais il peut plus ou moins amplifier les biais ou au contraire les résoudre. Mais pour ça, c'est important de savoir, c'est indispensable de savoir ce qu'on lui donne. C'est un des points que tu soulignes dans ton ouvrage, c'est aussi le fait de savoir si on veut un modèle très spécialisé ou beaucoup plus généraliste, et que on ne va pas optimiser le modèle de la même façon pour l'un ou pour l'autre. Oui, en fait, ce dont on s'aperçoit, surtout pour l'imagerie médicale, c'est qu'en fait, c'est pas possible de faire quelque chose qui soit extrêmement général et qui marche très bien. Par exemple, un modèle de diagnostic auquel on donne des images et qui doit diagnostiquer une maladie et qui marcherait sur toutes les images de tous les hôpitaux. Ça, en fait, personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent.
Et du coup, la solution, c'est plutôt de faire des modèles spécialisés. Et les modèles très très généralistes, en fait, ils sont beaucoup moins performants. En fait, c'est logique quand on y réfléchit. Et du coup, les modèles généralistes, ce qu'on fait, par exemple, on peut les réentraîner pour qu'ils soient mieux appliqués sur des cas particuliers. Et donc la qualité de ce qu'on met en entrée est essentielle. Oui, c'est ça qui fait le modèle. Comme on dit, garbage in, garbage out. Tu as évoqué l'arrivée des Transformers, hein, et du fait que ça a donné un saut qualitatif important, en particulier aux IA génératives dont on entend beaucoup parler depuis 2 ans maintenant. Est-ce que tu penses que on peut s'attendre ou on sait qu'on a déjà dans les tuyaux des nouvelles techniques qui vont encore nous permettre des sauts qualitatifs comme ça, ou est-ce que finalement il n'y a rien encore que tu peux voir toi et que on va avoir une amélioration quantitative, éventuellement un plateau dans les innovations, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Comment même si c'est toujours difficile d'envisager l'avenir, est-ce que toi tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses très nouvelles qui vont arriver? Moi, les choses que je vois, les évolutions que je vois, par exemple dans les conférences, ça suit un peu 2 axes. Donc il y a à la fois des modèles un peu plus sophistiqués, mais là je vois rien d'aussi novateur que les Transformers l'ont été. Et d'un autre côté, des gens qui font plutôt du développement sous contrainte, donc avec des choses qui existent déjà, et pour essayer de les rendre plus efficaces, donc avec moins de paramètres, avec moins de consommation d'énergie. En fait, c'est un paradigme complètement différent. C'est plus, on va essayer d'avoir la performance la plus importante à tout prix, quel que soit le nombre de données, quel que soit le temps d'entraînement, quel que soit le coût énergétique de ce qu'on fait. Au contraire, on va essayer de retrouver la performance qu'on avait déjà, mais en limitant la quantité de données ou alors la puissance nécessaire pour l'entraînement. Donc c'est 2 directions un peu contradictoires en fait, enfin, orthogonales en tout cas, mais c'est les choses que je vois. Donc on voit que tu utilises l'IA pour ton activité professionnelle. Est-ce que tu l'utilises aussi dans le domaine personnel? Alors pas du tout, j'essaie d'avoir une activité de loisir qui soit le plus low-tech possible. Je dis que mon impact carbone professionnel est horriblement élevé. Donc j'essaie d'avoir un peu une activité de loisir qui soit sans ordinateur, carrément sans rien. Donc j'écris un roman à la machine à écrire, c'est hyper casse-pied, mais voilà. Et si des personnes qui nous écoutent souhaiteraient faire la même chose ou des choses proches, qu'est-ce que tu leur conseilles comme formation? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pouvoir en faire leur métier? Alors, donc les formations sur le deep learning et l'IA en général, il y en a énormément sur Internet. Il y en a plein qui sont de bonne qualité. Vous pouvez acheter mon livre, qui est très bien. Qui est très bien. Mais c'est aussi hyper important de se former aussi au traitement d'image et à la programmation en général. Il y a des bonnes pratiques de programmation comme le fait de voir des tests unitaires, tout ça, qui sont en fait hyper importants. Et c'est un peu la mode du no-code en ce moment, qui me semble un peu risqué. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on fait et d'avoir un peu les mains dans le cambouis pour maîtriser en fait ce qu'on fait, pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi et que les résultats qu'on obtient, c'est effectivement des choses qu'on obtiendrait dans la vraie vie. Donc je conseillerais de se former aussi à tout ce qui est autour du deep learning et pas que à ça. Merci beaucoup, Daphné Valac. De rien, merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.